On l'a déjà vu ensemble, un investissement sans risque, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu entends parler d'un taux sans risque que ça veut dire que ton investissement ne comporte aucun risque. Bah ouais, mais bon, je comprends pas moi. Quand mon banquier m'a parlé des obligations d'État, il m'a dit que j'avais un taux garanti à 5% et j'avais la garantie d'être remboursé aussi bien sur le capital que sur les intérêts. En plus, il m'a parlé de ces 5% comme taux sans risque, donc pourquoi il y aurait un risque alors? Salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Aujourd'hui, on va parler de cet abus de langage du taux sans risque et on va aussi parler de quelque chose que tu dois absolument avoir en tête la prochaine fois que tu feras un investissement. Ce dont on va parler aujourd'hui fait suite à une de mes précédentes vidéos au sujet du cercle vicieux de la dette publique. Si jamais aujourd'hui il y a quelques points qui te paraissent pas clairs, je te laisserai le lien de la vidéo en description, tu pourras aller la regarder pour avoir un peu plus de contexte. Je reviens donc à ce fameux taux entre guillemets sans risque. Quand tu achètes une obligation d'État avec un certain taux d'intérêt, on considère que ce taux d'intérêt-là, c'est le taux sans risque, parce que c'est directement l'État qui te fait certaines garanties. C'est l'État qui se porte garant pour deux choses. D'une part, il te rembourse bien les intérêts, et d'autre part, il te remboursera bien le capital initial à l'échéance. On a vu dans la vidéo précédente pourquoi un État avait toujours intérêt à rembourser ses obligations, et c'est pour ça qu'on appelle ce taux-là, entre guillemets, le taux sans risque. Par contre, même si l'État te rembourse bien les intérêts et le capital à la fin de l'échéance, il y a quand même un risque majeur qui reste, c'est l'incertitude par rapport à la valeur de cet argent. On va faire un exemple. Admettons que tu achètes 10 000 € d'obligations d'État à un taux d'intérêt à 5% sur 10 ans. Dans ce scénario, tu es certain d'une chose, c'est qu'au bout de 10 ans, l'État t'aura remboursé au total 15 000 €. Donc sur le papier, on est d'accord, le chiffre de 15 000, c'est un plus grand chiffre que 10 000. Donc sur le papier, tu as fait de l'argent, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, tu sais très bien ce que tu pourrais t'acheter avec 10 000 €. Tu as un référentiel. Par contre, tu n'as aucune idée de ce que tu pourras t'acheter avec 15 000 € dans 10 ans. Tu n'en as aucune idée parce que tu n'as aucun référentiel et tu ne sais pas prédire l'avenir. En théorie, j'imagine que si tu veux placer ton argent, c'est parce que tu veux t'enrichir. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, s'enrichir, ça veut dire augmenter son pouvoir d'achat. Et le gros risque, il est justement à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut te dire, compte tenu de l'inflation, que tu pourras t'acheter plus de choses dans 10 ans avec 15 000 € que tu peux t'acheter aujourd'hui avec 10 000 €. Personne ne peut te le dire. En général, quand on fait l'effort de placer son argent quelque part, c'est à minima pour éviter que son argent perde de la valeur, ou encore mieux pour faire en sorte que son argent prenne de la valeur, donc qu'on s'enrichisse. En réalité, le fameux taux sans risque ne te garantit ni l'un ni l'autre. En réalité, le fameux taux sans risque te garantit de toucher une certaine somme absolue d'argent au bout d'un certain temps, mais par contre, il ne te donne aucune indication sur la valeur qu'aura cet argent dans 10 ans. On parle donc ici du taux sans risque nominal. Là-dedans, le mot le plus important, c'est bien le mot nominal, et comme par hasard, c'est le mot qu'on n'entend pratiquement jamais quand quelqu'un essaie de nous vendre des obligations. Le vrai risque ici n'est pas du tout si tu seras remboursé ou pas. C'est ça qu'on appelle le risque nominal. Effectivement, tu n'as pas de risque, tu vas bien toucher la somme qui a été définie dès le départ. Le vrai risque, il est lié au pouvoir d'achat. Autrement dit, ton risque, il est lié au taux réel. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Si ton taux nominal sans risque, il est de 5%, et en même temps tu as une inflation à 6%, et bien ton taux réel dans ce cas, il est bien de moins 1%. Autrement dit, dans ce cas, tu as placé et surtout bloqué ton capital pendant X années et tu t'appauvris tous les ans d'1% de ton capital placé. À toi de voir si tu considères que c'est un bon investissement. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, le taux réel et donc l'évolution de ton pouvoir d'achat dépend largement de l'inflation. J'en parlais notamment dans la vidéo en description. Plus la dette de l'État est élevée, plus l'inflation l'est aussi. À son tour, plus l'inflation est élevée, plus ça impacte ton taux réel négativement. Si maintenant la dette publique s'emballe sous l'effet de boule de neige, ça veut dire que ça ne va certainement rien arranger pour l'inflation, et donc du coup ça va certainement impacter le taux réel de tes investissements. J'en parlais donc en introduction, il est absolument essentiel pour toi de à chaque fois calculer ton taux réel de chaque investissement. En tant qu'investisseur, tu dois absolument raisonner par rapport à une chose et une seule, c'est la valeur de tes investissements. Et ce que j'entends par la valeur de tes investissements, c'est réellement le pouvoir d'achat. À chaque fois que tu fais un investissement, tu dois te poser la question, est-ce que cet investissement va m'augmenter mon pouvoir d'achat ou pas? On va faire un petit exercice théorique ensemble au sujet du pouvoir d'achat, et pour une seconde, on va oublier que le dollar et l'euro existent. On va exprimer notre pouvoir d'achat en tomates. On va dire aujourd'hui qu'un bitcoin vaut 35 000 tomates. Il y a 10 ans de ça, avec un bitcoin, tu pouvais t'acheter une tomate. Maintenant, tu peux t'en acheter 35 000. Ton pouvoir d'achat, exprimé en tomates, il a donc largement augmenté en 10 ans.
Maintenant, est-ce que tu penses que dans 5 ans ou 10 ans, tu pourras t'acheter plus de 35 000 tomates avec un bitcoin ou moins? Autrement dit, est-ce que tu penses que ton pouvoir d'achat exprimé en tomates dans 5 ans, 10 ans va augmenter ou il va diminuer? Personnellement, j'ai ma petite idée, mais cela n'est rien d'autre qu'une conviction personnelle et en aucun cas un conseil en investissement, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, admettons que tu sois propriétaire de plusieurs appartements que tu as mis en location. Les revenus de ces appartements te permettent aujourd'hui d'acheter 1000 tomates par mois. Maintenant, même question, comment évoluera ton pouvoir d'achat dans 10 ans? Si ton projet n'est pas trop pourri, je dirais que au minimum, tu devrais pouvoir maintenir ton pouvoir d'achat. Admettons qu'on ait une inflation à 5%. Avec l'inflation, le prix de ta tomate augmente. Par contre, en cas d'inflation, toi aussi, ton loyer, tu peux l'augmenter. Le prix de la tomate augmente, mais toi, tu augmentes aussi ton loyer en fonction de l'inflation, donc au moins, le ratio devrait rester le même. Autrement dit, même avec une inflation à 5%, si tu augmentes ton loyer aussi de 5%, à minima, tu dois pouvoir maintenir ton pouvoir d'achat. Là, j'entends Kevin, là, au fond de la classe, là, qui me dit que c'est faux et que je n'ai pas le droit d'augmenter les loyers comme je veux. Kevin, oublie un petit peu, s'il te plaît, ton contexte franco-français. On est là pour parler business et ce que je veux, c'est que tu comprennes le principe qu'il y a derrière. Il n'y a pas que la France pour investir, il y a bien d'autres pays où tu peux faire de l'investissement immobilier. Maintenant, on va passer sur les obligations. On va dire qu'aujourd'hui, en 2023, tu achètes des obligations pour l'équivalent de 10 000 tomates. Ce montant-là, il est bloqué sur 10 ans et il est rémunéré à 5%. En même temps, on a une inflation à 6%. On vient de le voir ensemble, le taux réel, il est donc bien de moins 1%. Au bout d'un an, on va te verser un montant, à savoir les intérêts de ton investissement. Avec ce montant, en année 0, tu aurais pu t'acheter 500 tomates, mais maintenant, en année 1, tu peux t'acheter plus que 495 tomates. En année 2, on te verse exactement le même montant. Sauf que maintenant, en année 2, tu ne peux plus t'acheter 495 tomates, tu ne peux plus que t'acheter 490 tomates. Et ouais, malheureusement, il y a l'inflation qui est passée par là. Le montant que tu perçois tous les ans ne change pas. Par contre, ce montant-là vaut de moins en moins. Puis les années passent, et 485, puis 480... Enfin bref, tu vois l'idée. Tous les ans, avec le même montant que tu touches, tu peux t'acheter de moins en moins de tomates. Maintenant, au bout de 10 ans, on te redonne l'intégralité de ton capital initial. Pour rappel, au début, en année 0, tu aurais pu t'acheter 10 000 tomates avec. Maintenant, on te rend exactement le même montant absolu, mais par contre, tu ne peux plus t'acheter 10 000 tomates, tu ne peux plus que t'acheter 9 000 tomates. On prend un peu de recul, tu as investi dans quelque chose avec un taux sans risque de 5%, mais voilà bien le résultat de ton investissement. Celui qui est vraiment financièrement intelligent dans l'histoire, c'est celui qui emprunte l'argent et pas celui qui prête l'argent. En gros, au début, tu prêtes l'équivalent de 10 000 tomates à l'État, et à la fin, pour te rembourser l'intégralité, encore une fois, de ton capital initial, il te rend seulement 9 000 tomates. Tu as donc prêté de l'argent à l'État quand son pouvoir d'achat était le plus élevé, et il te le rend quand le pouvoir d'achat est le plus faible. Maintenant, encore une fois, à toi de voir si cet investissement à taux sans risque est un bon investissement. Kevin, là-bas au fond de la classe, me dit qu'il a la solution à notre problème. Il dit que simplement, l'État doit augmenter le taux sans risque pour qu'il soit supérieur au taux de l'inflation. Kevin, je te laisserai aller voir la vidéo en description parce que c'est justement le sujet dont on parlait la dernière fois. C'est le cercle vicieux dont je parlais. Plus l'État augmente le taux sans risque, plus derrière il a du mal à rembourser les intérêts, donc plus il doit s'endetter justement pour rembourser les intérêts, et derrière plus l'inflation augmente également. Bon ben voilà, maintenant, comme d'habitude, quelle est la conclusion de cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Premièrement, c'est rien de nouveau, je le dis à chaque fois, mais prends conscience et prends connaissance de tout ça. C'est hyper important pour ton futur financier, c'est essentiel que tu t'y intéresses. Deuxièmement, aie le sens critique, fais appel au bon sens et à la logique. Tout ce qu'on vient de voir, ça n'a rien de sorcier, ce n'est vraiment pas compliqué. Par contre, il faut juste que tu t'y intéresses pour comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. En gros, il n'y a personne qui va t'expliquer ça comme ça si toi, tu ne vas pas chercher le truc. Ensuite, comprends bien et surtout retiens bien la différence entre le taux nominal et le taux réel. Ça, c'est hyper important. Maintenant, détache-toi un petit peu du raisonnement en euros ou en dollars. En tant qu'investisseur, tu dois absolument raisonner en pouvoir d'achat, peu importe quel est le montant absolu derrière. Ça ne te sert à rien d'avoir un plus grand montant en dollars ou en euros si derrière, tu n'as pas gagné un pouvoir d'achat. Ça ne sert à rien. Les taux d'intérêt élevés ne devraient pas t'attirer comme un moustique qui est attiré par la lumière. Au contraire, les taux d'intérêt trop élevés devraient déclencher toutes les alarmes chez toi parce que tu devrais te dire que le risque systémique est en train d'augmenter de manière significative. Comme on l'avait dit en introduction, un investissement sans risque, ça n'existe pas. Et pour finir, encore une fois, intéresse-toi au système économique alternatif. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, dans notre système inflationniste actuel,
ton argent perd de la valeur avec le temps, ton argent perd du pouvoir d'achat, c'est inévitable. En fonction du taux de l'inflation, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais quoi qu'il arrive, avec le temps, ton argent aujourd'hui, il perd de la valeur continuellement. Et il continuera toujours à en perdre. C'est pour ça, entre autres, que le Bitcoin a été inventé. Donc c'est vraiment le moment de s'intéresser à ces systèmes économiques alternatifs. On l'entend assez facilement dans mon discours, mais je suis vraiment intimement convaincu que nous devons tous nous intéresser à tous ces sujets-là. C'est hyper important. Personnellement, en tant qu'investisseur, j'essaie vraiment toujours d'anticiper un maximum de scénarios plutôt que de courir derrière le train une fois que c'est trop tard. Donc c'est pour ça que c'est vraiment maintenant le moment de s'intéresser à tout ça. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et un commentaire, tu sais à quel point ça aide le référencement de la vidéo et c'est ça qui permettra à d'autres personnes d'en apprendre autant. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, j'en suis encore au tout début du YouTube Game et j'ai encore plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici et je te dis à très vite sur le Prisme.